Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Médian dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé sur le continent. Et le sujet qui focalise les attentions, c'est bien sûr la Journée mondiale du climat qui nous donne l'occasion de parler de la menace réelle que constitue le changement climatique et comment en limiter les effets. Des experts de la question avec moi sur ce plateau pour tout nous dire. Docteur Yoruba Fidèle, bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes climatologue et spécialiste des questions de changement climatique, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody, titulaire d'un doctorat unique en physique de l'atmosphère, option climat tropical et environnement, que vous avez obtenu bien sûr à l'université, toujours à l'université Félix Houphouët-Boigny en 2012. C'est ça. Et vous êtes actuellement membre de la Société ivoirienne de physique et de la Société ouest-africaine de physique, également vice-président de l'université Alassane Ouattara, c'est à Bouaké. C'est ça. Voilà, et chargé de la recherche, de l'innovation technologique et des relations extérieures depuis mai 2023. Et ajoutons à cela que vous êtes chercheur associé à la station géophysique de l'AMTO. C'est ça. C'est bien dit, non? C'est ça. Et puis également conseiller technique du programme thématique de recherche des changements climatiques PTR. Je pense qu'on est un peu plus complet sur ce CV assez éloquent du docteur Yoruba Fidèle. Soyez donc les bienvenus, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Également avec nous sur ce plateau, docteur Mondesi Thierry Koroba, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Merci. Bienvenue docteur. Merci à vous. Alors vous êtes géographe de l'environnement et santé, chef du réseau des chercheurs africains sur la thématique des changements climatiques et santé du programme thématique de recherche dans le cas des changements climatiques du CAMES. Amen. Voilà, donc vous êtes pratiquement dans la même société. Oui, c'est ça. Vous êtes créateur du Forum africain, on va le dire, sur le climat. Donc la première édition a eu lieu récemment à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler de ce sujet assez crucial. Alors on va commencer par nous poser la question, à partir de quel moment l'on a commencé véritablement à s'inquiéter du changement climatique, docteur Mondesi. Merci beaucoup à vous de nous donner la parole. Concernant la conscience humaine sur le phénomène des changements climatiques, eh bien, l'étude ou la perception des changements climatiques n'est pas une affaire... ce n'est pas forcément aujourd'hui que ça a commencé. Ça ne date pas de maintenant. Voilà, ça ne date pas de maintenant. Il y a eu plusieurs personnes, tant des scientifiques. C'est vrai que la science n'était pas encore très élaborée à l'époque, mais il y a déjà en 37 avant Jésus-Christ, il y a eu Pline, qui était un grec, qui avait déjà constaté que l'impact de l'homme pouvait modifier l'ambiance climatique. Déjà, dans l'Antiquité, des personnes avaient déjà attiré l'attention. Et puis ensuite, il y a eu Christophe Colomb qui a constaté que lorsque on coupe les gros arbres, eh bien, il y a des modifications au niveau du rythme des pluies. Ne serait-ce que ça. Qu'on constate. Voilà. Et donc, en 1660, en France, on a débuté les premiers enregistrements météorologique, c'est-à-dire tous les aspects de la météo, c'est-à-dire la pluie, enfin les précipitations de façon générale, l'hygrométrie. L'hygrométrie, c'est la saturation de l'eau dans l'air. Il y a la température, il y a également les vents. Donc c'est à partir de 1660 que cela a commencé. Mais petit à petit, il y a eu un événement qui s'est passé dans les années 1850. Il y a eu l'explosion d'un volcan et qui a modifié le climat. Donc déjà ça a alerté tout le monde. D'accord. C'est-à-dire que pendant des années, on n'a pas eu cette ambiance climatique qui revenait. Donc les gens se sont dit mais attention, c'est-à-dire que le climat c'est un système. S'il y a un élément qui est cassé, ça peut transformer la vie de l'homme. Donc c'était un cycle, et à partir de cet événement,
les gens ça a modifié tout. Donc déjà, Eunice Fouté, une chercheuse américaine, va découvrir l'existence du phénomène de réchauffement climatique. Voilà. Et il y a également il y a Humboldt, qui est un Allemand, voilà, qui est le célèbre naturaliste et géographe Alexander von Humboldt, qui a également essayé d'étudier justement au Venezuela l'impact de l'orpaillage, parce que le Venezuela c'est un scandale géologique. Et il a vu l'impact du fermage et de l'orpaillage sur la végétation qui était en train de disparaître, et ça a modifié sensiblement le rythme des pluies dans cette zone-là. Donc lui également, il a vraiment été l'un des précurseurs de la recherche sur les impacts de l'activité humaine anthropique sur les modifications climatiques, et déjà ça a alerté tout le monde. Mais très récemment, ce qui a été vraiment spectaculaire, c'est les deux, la NASA aux États-Unis et puis les services de renseignement russes, je crois que c'est le KGB, qui ont fait des observations, parce que l'un regardait chez l'autre, et donc ils ont vu que ils avaient une certaine des similitudes, chacun observait les pôles, et ils ont vu que progressivement il y a des modifications qui se font au niveau des pôles, et ils ont constaté un réchauffement planétaire. Donc c'est les deux entités en opposition lors de la guerre froide qui ont utilisé ce qu'on appelle les capteurs, c'est-à-dire les satellites, et ils ont commencé à observer dans chaque pôle, puisque les États-Unis, il y a un secteur qui est un peu polaire, la Russie est essentiellement polaire. Donc en 90, il y a celui qui a perdu les élections, Al Gore, voilà. C'est lui qui a créé une commission internationale pour permettre aux chercheurs à la fois russes et américains de mettre leurs compétences ensemble et de pouvoir observer l'évolution de la température mondiale. Et c'est là qu'on a vu véritablement que depuis les années 1920 jusqu'à aujourd'hui, il y a un réchauffement de plus de 4 degrés qui a été constaté, et ça a alerté tout le monde. Voilà. Donc c'est juste ce bref historique que je voulais faire. Et chaque pays a développé des capteurs, c'est-à-dire des satellites, qui travaillent dans le proche infrarouge et l'infrarouge, et qui ont permis véritablement la révolution des observations de la Terre au niveau météorologique et climatique. Docteur Yoruba, alors vraiment c'est assez édifiant, c'est historique là, et aujourd'hui on en est à parler de réchauffement climatique, de changement climatique et de ses effets. Est-ce que ça a véritablement un impact sur, j'allais dire, l'humanité? Comme Dr Mondesi l'a dit, effectivement, les réchauffements ont commencé depuis l'ère industrielle, entre 1769 et qui a continué jusqu'à 1846. Donc, fin du XVIIIe siècle et puis début du XIXe siècle. C'est parti d'abord par l'invention même de la machine à vapeur par Watt, qui était un physicien, et la volonté de vouloir se développer des pays que nous connaissons actuellement qui sont industrialisés a conduit à des observations à la fin où on a constaté que la température prenait des trajectoires qui n'étaient pas normales. Et les effets, c'était au niveau des précipitations. Donc en Afrique, nous avons senti ces effets-là. Il y a eu un dérèglement climatique, des sécheresses, il y a eu des inondations et il y a eu des tempêtes. Donc les impacts sont visibles au niveau de l'Afrique. Et nous les sentons par l'émergence des famines que nous avons constatées depuis 1988 jusqu'à 1990. Donc, l'élévation de la température a véritablement un effet sur le climat. Et nous, en Afrique, nous le ressentons. Et ce n'est plus le même cycle, comme l'a dit Dr Mondesi, les choses vont en s'aggravant. Effectivement, nous avons vu les trajectoires sont assez difficiles. Lorsque nous observons la trajectoire de l'évolution de la température et nous faisons des projections, mais d'ici 100 ans, nous n'allons plus pouvoir vivre dans le monde. C'est une menace réelle. La menace est réelle parce que nous constatons, les médecins peuvent le confirmer, nous constatons l'émergence de nouvelles maladies à cause de la chaleur. Et il y a des problèmes de santé. Et nous constatons, comme je l'ai dit, les sécheresses au niveau du Sahel. Ces pays-là connaissent de grandes périodes de sécheresse. Même les pays qui sont censés être au niveau du littoral,
qui reçoivent un peu de l'eau, de l'humidité de l'océan, commencent aussi à sentir l'effet de la sécheresse. Et on a un dérèglement climatique. Les précipitations qui venaient, quand vous demandez à nos parents qui sont dans les régions rurales, ils vous diront que par le passé, il pleuvait à partir d'avril jusqu'à juillet, il pleuvait. Et maintenant, ils constatent que ce n'est plus le même tempo. Il ne pleut plus en avril, mais la pluie peut venir autour de juin. Et le problème, c'est que cette pluviométrie qui faisait pratiquement 4 mois à 5 mois ne fait plus maintenant 5 mois, mais plutôt 2 mois, quelquefois 3 mois. Et quelquefois même, la précipitation vient avant la période indiquée. Voilà. Alors, ces changements climatiques, je l'ai dit, sont exacerbés par l'action même de l'homme, des industriels. J'ai envie de vous demander, est-ce que l'opinion publique est consciente de cette menace-là? Je pense que l'opinion publique est consciente de cette menace parce que, à l'échelle de l'histoire humaine, quelqu'un qui n'est pas forcément climatologue se rend compte que les témoignages de les arrière-grands-parents corrobore ce que nous disons aujourd'hui. Parce que pour qu'il y ait un événement climatique très grave, parce que l'histoire humaine retient des événements qui datent de très très longtemps. Mais aujourd'hui, l'histoire humaine, les gens d'aujourd'hui peuvent remarquer des désastres écologiques ou des désastres climatiques. En moins de 10 ans, ils ont déjà connu au moins 3 fois des sécheresses de longue durée. Ça, par exemple, ce sont des choses qui ne se constataient pas avant. Tout à fait. Il y a peut-être 200 ans ou bien il y a peut-être 150 années. Donc, quand vous écoutez les gens du village, on a compté sur la pluie cette année-là, mais la pluie n'est pas venue. Et au moment où on s'y attend le moins, parce que pour prendre l'agriculture comme exemple, l'agriculture est réglée de façon cyclique. Tout à fait. Le cycle ivoirien, c'est quoi? C'est, par exemple, si vous êtes dans la zone du climat atien, avant le 7e degré, le 7e parallèle, vous avez par exemple une pluviométrie qui vient à partir du 15 mars. À partir du 15 mars, c'est la grande saison des pluies. Le 15 juillet, c'est la petite saison sèche qui commence. Le 15 septembre, on commence la petite saison des pluies. Et puis le 15 novembre, c'est la fin. Mais vous voyez qu'avant-hier, il a plu. Bien sûr. Voilà. Donc, et puis c'est même pas des pluies de peut-être quelques petites pluies. Non, non. C'est de très fortes pluies. Et puis il fait très chaud. Et il fait très chaud à des moments. Et avant, ce qu'on appelait les calmes tropicaux. Les calmes tropicaux, c'est la petite saison, c'est-à-dire la petite ambiance entre la fin de la saison sèche, la fin de l'harmattan, et le début des pluies. Ça peut prendre peut-être 1 semaine ou 2 semaines où il n'y a pas de vent du tout. Bien sûr. Mais ce calme tropical là, il commence à perdurer. C'est-à-dire que là où il n'y a pas d'ambiance, c'est-à-dire il n'y a pas de vent, vous êtes assis sous un arbre mais il fait chaud. Pendant la canne, vous avez vu ce qui s'est passé. D'accord. Les gens étaient obligés de boire de l'eau pour se réhydrater. Voilà. Donc ça c'est des événements qu'on n'a jamais vus. Et l'année 2024 a été une année très 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 chaude. Ouais. Donc ce sont des nouvelles réalités climatiques que les gens vivent. Et vous voyez, vous appelez un vieux, il va vous dire, mais ça là, nous, on n'a jamais connu ça. Bien sûr. Déjà, même quand il te dit, on n'a jamais vu ça, ça veut dire que c'est des réalités qui n'ont jamais été, au moment où la végétation était présente, au moment où le cycle de l'eau était normal, c'est des choses qui n'existaient pas. Bien sûr. Et au village, on va te dire, quand il y avait exceptionnellement une sécheresse, on partait prendre l'eau à la source. C'est pour ça que nos grands-parents adorent cette source-là. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Parce que c'était vraiment exceptionnel. Mais aujourd'hui, les sécheresses s'enchaînent, les coups de chaleur s'enchaînent à des vitesses pas possibles. Voilà. Docteur Yoruba, alors vous l'avez dit, si rien n'est fait, les effets sont visibles aujourd'hui. Si rien n'est fait, d'ici, je dirais, avant même qu'on atteigne même les ODD, ce sera vraiment catastrophique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter ces effets de changement climatique? Bon, là, vous... On sait que vous y travaillez, hein, vous qui êtes physicien, vous qui, je n'allais pas dire, vous qui travaillez dans l'atmosphère. Bon, effectivement, en tant que chercheurs, nous travaillons et nos résultats, nous les mettons à la connaissance du public. Il reste maintenant aux politiques
de se servir de nos résultats pour prendre des décisions durables. Bon, effectivement, par rapport aux solutions qu'il faut apporter, nous devons changer nos habitudes. C'est-à-dire, nous devons abandonner les énergies fossiles, parce que les énergies fossiles sont responsables des émissions. C'est quoi vous appelez l'énergie fossile? Par exemple, le pétrole et autres, voilà, effectivement. Donc, il faut que nous abandonnions ces énergies-là pour aller vers de nouvelles énergies qu'on appelle les énergies renouvelables, c'est-à-dire les énergies éoliennes et les énergies solaires. Nous avons suffisamment de soleil en Afrique, donc nous pouvons exploiter cette capacité énergétique-là. Ah, d'accord. Voilà. Et ensuite, il faut prendre des décisions courageuses et durables. D'accord. En interdisant, et là, le gouvernement ivoirien a bien fait d'interdire l'importation des véhicules de plus de 5 ans. Parce que ces véhicules-là consomment, émettent suffisamment de CO2. Donc, le gouvernement a bien fait de prendre cette mesure. Et nous pensons que cette mesure va contribuer à une réduction des émissions de CO2. Ensuite, il faut faire du reboisement, parce que notre forêt, et ça, ce n'est plus d'actualité. Le gouvernement a bien établi l'état des lieux entre 1960 de nos jours. Notre forêt notre potentiel forestier a drastiquement diminué. Considérablement diminué. Alors que la végétation a pour rôle d'absorber le CO2 dans la journée et puis d'en remettre la nuit. Donc, si notre couvert forestier est reconstruit, nous sommes sûrs que les émissions de CO2, le CO2 peut être absorbé par la végétation. Donc, il y a ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut encourager les coopérations internationales. Parce que la lutte contre le changement climatique ne peut pas être l'affaire d'un seul État. Très bien. Nous vivons dans une enveloppe globale où un effet qui se produit à des milliers de kilomètres, ou bien un événement, ou bien une émission qui se produit à des milliers de kilomètres, peut avoir des effets néfastes à près de 12 000 kilomètres. Donc c'est pour dire que nous sommes interconnectés par les vents qui passent d'un continent à un autre et qui en reviennent. Donc nous sommes interconnectés. Donc il faut encourager la coopération internationale afin que toutes les politiques qui visent à réduire les effets des gaz à effet de serre sur le climat puissent être adoptées. Donc une co-construction de ces politiques climatiques. Il faut que nous allons vers une co-construction des politiques climatiques. C'est-à-dire que les États doivent se mettre ensemble et je crois que c'est là l'objectif des COP, des différents COP qui se succèdent. Les États se réunissent afin de voir quelle est la vision politique qu'il faut apporter. Où est-ce que les émissions sont plus fortes et dans quel domaine et quelles sont les solutions qu'il faut apporter et quelle est la méthode, comment on peut aider ceux qui ont la capacité de réduire leurs émissions, comment les amener à réduire les émissions et comment aider ceux qui subissent l'effet drastique de ces émissions. Parce que il est de notoriété que l'Afrique subit les effets du changement climatique. Le plein fouet. Effectivement. Par sa capacité, par son incapacité à pouvoir, son économie qui n'est pas stable, parce que notre économie, elle est tributaire de l'agriculture. Or, l'agriculture elle-même dépend des précipitations. Donc, les changements climatiques qui vont dérégler le régime pluviométrique, c'est-à-dire quoi? On n'aura plus les saisons qui viennent au moment où ces saisons pluviométriques venaient par le passé. Justement, docteur. Et nos parents, ça va être modifié. Effectivement, nos parents connaissent les effets. Mais ce qu'ils ne connaissent pas, c'est comment y remédier et quels sont les effets, les éléments qui conduisent à cet état de fait. Alors que nous, dans nos recherches que nous faisons, nous leur disons que l'élévation de la température que nous observons est due aux gaz à effet de serre, mais ces gaz à effet de serre sont produits par la combustion. Les feux de brousse que nous mettons partout pour des objectifs comme la chasse et la culture et autres nuisent à la réduction des émissions. Donc ces populations peuvent également participer à la résolution de ce problème. Effectivement, en changeant les pratiques agricoles, en adoptant les pratiques écologiques. Bien sûr. Concernant, ils ne sont pas obligés de détruire la forêt pour faire de la culture. Voilà, donc nous leur conseillons
de ne pas détruire la forêt parce que la forêt est vraiment un puits de carbone. Voilà. Donc la forêt, comme j'ai dit dans mon intervention au début, que la forêt absorbe du CO2. Donc ça contribue à réduire les émissions. D'accord. Et ensuite, il faut changer les pratiques agricoles, et il faut aussi adopter des nouvelles technologies durables. Voilà. Docteur Mondésir, quelque chose à ajouter au sujet donc oui, effectivement, des solutions durables. Oui, je veux revenir d'abord sur l'ambiance climatique mondiale. D'accord. Comme il a dit, lorsque un événement se passe en Chine, si la Chine est le premier pollueur, le premier émetteur de gaz à effet de serre, ok, d'accord, vous ne pouvez pas faire une politique au niveau africain si vous n'impliquez pas la Chine qui est un pollueur. Lorsque les États-Unis refusent d'appliquer des conventions sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, leur entêtement peut effectivement agir sur nous. Même si on a la bonne volonté, on ne pourra pas évoluer parce que tout est interconnecté, comme le professeur l'a dit. Alors, qu'est-ce que les États On a moins de africains... 4% d'émissions. Parce qu'on a moins d'industries, près de 3% des industries. Que donc faire les États africains pour justement faire face à cette menace et, je vais dire, défendre le continent? D'accord. Il y a des solutions qui sont locales, qu'on peut prendre. Mais pour que ces solutions soient durables, il faut qu'il y ait une collaboration internationale. Je crois que c'est tout l'intérêt de discuter au COP 30. Je crois qu'il y a eu un incident à la COP 30. On a voulu faire la COP 30 sans impliquer les autochtones du Brésil. Or, leur logis, tout leur cycle de vie est mis en péril par l'extension du soja dans la forêt amazonienne. Et ils sont venus, ils ont dit, mais vous ne pouvez pas faire la COP 30 sans nous inviter, c'est pas possible. Parce que c'est nous qui sommes les premières victimes des spéculateurs, des grands groupes comme Monsanto, Cargill et autres, qui prennent des terrains vierges et qui font l'extension de l'agro-industrie. Donc ils sont allés, ils ont protesté, et j'ai trouvé qu'ils avaient raison. Donc vous voyez que la COP 30 peut être un bon cadre d'échange, mais si cette COP 30 est une réunion des gens qui viennent se contenter des solutions toutes faites, dans la démarche top-down, c'est-à-dire que vous n'impliquez pas tout le monde, la démarche participative, si elle n'est pas là, c'est un problème. Il ne nous reste que quelques minutes, on va terminer donc sur le fait qu'on célèbre la journée mondiale de l'environnement avec beaucoup de ferveur, mais la journée mondiale du climat passe sous silence. Pourquoi, dites-moi, on n'a que quelques minutes pour terminer. Je pense que la journée mondiale du climat passe sous silence parce que malheureusement tout le monde ne perçoit pas le problème climatique de la même façon. D'accord. Voilà. Il y a des gens qui pensent que les changements climatiques, c'est juste une vue de l'esprit. Et s'il n'y a pas par exemple, cette occasion que nous avons pour expliquer aux gens que les changements climatiques peuvent menacer leur cycle de vie, alors ils ne peuvent pas comprendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous avez contribué justement à faire comprendre aux gens que l'action humaine peut agir sur le climat et ils doivent être justement informés et connaître les différents enjeux climatiques qui menacent leur existence. Docteur Yoruba. La journée du changement climatique, la journée sur le climat ne passe pas inaperçue pour nous les scientifiques. Nous sommes bien informés de cette journée, mais ce qui serait plus intéressant est de pouvoir communiquer afin que nos populations s'accaparent de cette journée et comprennent les enjeux. Parce qu'il est de leur bien de pouvoir comprendre les enjeux, changer les pratiques, préserver les écosystèmes, parce que ce sont ces écosystèmes-là qui nous permettent de bien vivre sur la Terre. Donc, nous devons communiquer suffisamment afin qu'ils puissent s'accaparer de la problématique. Ce qui n'a toujours pas été le cas. Non. D'accord, je pense qu'on va le faire maintenant. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit en deux mots rapidement C'est plutôt trouver des stratégies d'adaptation, d'abord, puisque les effets sont déjà là. Oui. Maintenant, s'ils doivent à leur niveau limiter qu'on appelle ça les conséquences,
Voilà, il faut que cela soit bien perçu par eux d'abord pour qu'ils puissent s'engager. D'accord. Dans une démarche participative, bien entendu. En tout cas, merci à vous, monsieur. On a été vraiment très heureux avec vous d'avoir toutes ces informations sur ce sujet assez d'actualité, assez pertinent, qu'est le changement climatique, avec ses effets visibles. Comment donc les limiter? Nous, en tant que population, on n'a certainement pas les solutions, mais avec vous, les scientifiques, certainement que on a compris. On va donc relayer le message auprès de nos parents qui sont au village, qu'ils ont leur rôle à jouer. Merci infiniment. Et Médian donc se fait le porte-voix de vous, qui êtes acteur donc du climat, pour leur dire qu'il y a une date dans l'année où on célèbre donc la journée mondiale du climat. Merci infiniment à vous, docteur Mondesi Thierry Koroba. Je rappelle que vous êtes géographe de l'environnement et santé, chef du département du réseau des chercheurs africains sur la thématique des changements climatiques et santé du programme thématique de recherche changement climatique du CAMES. C'est bien ça, hein? Et également à vous, docteur Yoroba Fidel, vous êtes climatologue et spécialiste des questions des changements climatiques et je dirais maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à l'équipe de réalisation Fares Sakura, Nordoloso et Jean-Marc Groncé. J'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de votre santé et prenez soin de notre climat, c'est tout.